Salut. Alors, aujourd'hui... pardon. Qu'est-ce que... Ouais, 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 je sais, ouais, la FAQ, ouais. Ouais, bah, je suis en train de faire le tournage. C'est trop tard. Pourquoi? Parce que la FAQ des 20 000, c'est à 20 000, et là, on est à 21 000. Oui, bah... rien à cirer, quoi. Je fais ce que je veux. Ouais, voilà. Allez. Donc aujourd'hui, on tourne la FAQ des 20 000. La FAQ, donc, je récupère les questions qui sont fréquemment posées, qui ont été posées une fois, ça fait fréquemment, puis je réponds, ou pas. Donc Didier Chambil qui me dit bon café, si ça en est, mais bien sûr que ça en est. Alors David Buick, salut Cré, ton humour, c'est inné ou t'as pris des cours? Ah, j'ai pris des cours. Non, en fait, c'est pas vrai. Je suis con de naissance. Alors, Jean Live qui me dit que FAQ se prononce fake, anagramme de café qui se prononce café. Faire une FAQ, c'est boire un café en fait. D'accord. Le tien est fort. Non, c'est pas vrai. Par contre, s'il en reste, je pourrais cirer mes pompes avec. T'avais l'air cool et à la fin super énervé. Absolument pas. Du tout, c'est pas vrai. Madame sera ravie au lit, j'espère, en ce 11 novembre. Ça non plus, c'est pas vrai, mais bon. C'est la fête des poilus. Bah non plus, non plus. PS, je suis certain que t'es marié avec une sacrée défonceuse. Toi, non, je suis pas marié. Et puis, je suis plus paxé. J'ai arrêté. Et je barre ma fraise. Bah ouais, voilà. Alors, Zag Blaster, salut, dans quelle région t'habites? Oh là, je vais la refaire. Zag Blaster, salut, dans quelle région habites-tu? Sinon, j'adore aussi tes points d'humour dans les vidéos. Bah, j'habite en Alsace, pas très loin de Saverne. Yann Riri qui dit coucher Médor. Bah oui, il a eu peur. Alain Asquat qui aime bien mon humour. Merci Alain. Pascal Burnol qui me dit continue comme ça, c'est super. J'avais pas l'intention de m'arrêter. Objet Bois qui pose une question. Qui c'est ce Objet Bois qui t'a confié son Merlin? Je réponds quoi là? Franquette Média qui s'est fait peur à la fin de la dernière vidéo avec la hache. C'est fait pour. Ça me fait bien plaisir. Aurélie Battaglia qui dit il y a quoi dans cette tasse? Bah il y a du café. Il y a du café. Oui, du café. Promis, c'est du café. Avec modération, café. Alors, JF49, bravo pour les 20 000, ça ne va certainement pas en rester là. Continue comme ça. Oui, oui, oui. Olivier Clément, qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Pendragon photographie. Il faut toujours regarder les vidéos jusqu'au bout. Toujours. Donc personnellement, si je regarde une vidéo sur YouTube, c'est que je la regarde forcément jusqu'au bout. Sinon, c'est qu'elle m'a vraiment pas plu, quoi. Il y a toujours des petits bouts de trucs à découvrir au bout. Et puis voilà. C'est pour ça que je vous mets une petite surprise aussi. Alors, S. Lem. 20K, c'est peu comparé au plaisir que tu nous donnes. Pas dire des trucs comme ça. Je te suis depuis déjà un bon moment et j'adore. Flippé le mec. Bricoseb, une très bonne idée comme toujours. Les 20K approchent, bravo. Bah oui, on a même dépassé les 21 hier soir. François l'a fait. Ma question, un sucre ou deux? Pas de sucre, j'aime le café. Alors, je vous les passe un petit peu là, les questions, parce qu'il y en a... Il n'y a pas vraiment de réponse à apporter, mais je les mets quand même parce que voilà. Je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir laissé un commentaire. Patrick, mais où as-tu eu ce sweat? Je veux le même. Eh ben, j'ai eu ce sweat, je vous mets le lien, tout ça, là, comme d'hab. Allez, question très importante, déjà traitée mais jamais solutionnée. Est-ce vraiment du café dans ta tasse? C'est Tchouch. Salut Tchouch. Oui, évidemment. Dominique B. À quand une sculpture sur un chat, voire une électrolyse? Si pas, sur un canard en plastique. Alors, pour le canard en plastique, je dis pas non. Allez,
On a fini de dire des conneries, donc section un peu plus sérieuse, qui traite un peu de menuiserie, parce que bon, l'humour c'est gentil, mais ça fait pas avancer le copeau. Alors, Yannick Babin, salut, je suis chaudronnier soudeur à la découverte du travail du bois grâce à tes vidéos qui sont top à mon goût. Que conseilles-tu comme type de machine pour un débutant à un budget moyen? C'est difficile de répondre parce que ça dépend énormément de ce que tu veux faire avec. Moi, j'avais un budget qu'on peut qualifier de moyen pour avoir acheté en même temps la scie à ruban, la toupie, la raboteuse, et puis la scie sur table et la mortaiseuse et le tour. Voilà. Et j'avais demandé à des constructeurs un petit peu célèbres dont je ne citerai pas les noms ici parce que voilà, je n'ai pas envie de dire du mal, même si je considère que j'ai été assez mal accueilli. Et ayant eu des difficultés à obtenir des devis, eh ben, je me suis tourné vers le marché de l'occasion. Je suis tombé sur quelqu'un qui vendait toutes ces bécanes. Il y en a eu pour, je sais plus, quelque chose aux alentours de 6 000 euros. J'avais un petit peu d'argent. Et donc, je suis parti là-dessus. Voilà. Donc, moi, je conseillerais pour un débutant de se tourner vers des occasions moyennes, si vraiment tu veux t'équiper au complet. Et sinon, je considère que la première machine vraiment irremplaçable, c'est la Rabo Dego, en premier. Tout le reste, c'est assez facile à faire à la main, voire même avec une défonceuse, on peut faire beaucoup de choses, mais en premier lieu, la Rabo Dego. Et une petite 310 comme j'ai là, pour à peu près 2000 euros, ça se trouve même en neuf, on peut avoir des Rabo Dego sérieuses, quoi. Voilà. Et puis l'aspirateur qui va avec, parce que... Donc fan de Gaston, hein, qui me pose la même question, dur de faire un choix, d'avoir des retours clairs et honnêtes dans les machines de base comme la Rabo Dego et la scie sous table. J'ai envie de répondre, mais enfin, déjà pour commencer. Et ensuite, effectivement, une Rabo Dego, faut quand même voir que celle qui est là, je vous mettrai les photos, mais c'est la même pour tout le monde quasiment. Vous la trouverez aussi d'occasion. C'est une bonne machine, quoi, voilà, ça fait le job. Ah, c'est sûr qu'avec l'arbre à plaquettes, les tables qui se retournent pas en papillon, parce que voilà, sur la mienne, les tables se tournent en papillon, c'est un peu chiant, ça prend de la place. C'est mieux, mais c'est plus cher, voilà. Alors, Fabien Baron qui me pose une question intéressante, il me dit, sais-tu que tu es une source d'inspiration? C'est bien le but de la chaîne, c'est de démontrer que en étant un amateur, on peut faire plein de trucs. Aujourd'hui, j'ai fait que des outils, presse-adapteur pour passer la ponceuse à bande pour qu'elle soit stationnaire et un moule pour cintrer le bois, dans le but de faire des réalisations comme les miennes. J'ai déjà fait le porte-bûche en lamellé collé, mais en moins beau. Merci pour toutes ces vidéos et celles à venir. Déjà de rien. Pour le porte-bûche en lamellé collé, je vois pas pourquoi il serait moins beau, il est peut-être différent, et puis après on fait chacun, voilà, on fait pas un concours, parce qu'il y en a qui feraient bien mieux que moi, donc il faut rester humble. Par contre, il y a une chose que je veux dire, c'est qu'il faut éviter à tout prix de faire que des choses dans son atelier. Il faut absolument, selon moi, qu'il y ait des choses qui sortent de l'atelier. Voilà, parce que faire que des outils pour l'atelier, d'abord ça a un côté un petit peu... je suis désolé de le dire, mais facile, parce que quand vous faites que des choses qui restent à l'intérieur de l'atelier, vous n'avez pas de pression sur la partie esthétique, etc. Et quelque part, c'est un peu la pression qui fait avancer. C'est ça qui permet de se dépasser, de faire chaque fois un peu mieux. Moi, j'ai remarqué que tous les ans pour Noël, j'arrive à faire des choses que j'aurais pas forcément poussé vraiment, parce qu'on a le délai, parce qu'on veut le faire pour quelqu'un, et il faut que ça sorte. Et ça, c'est plutôt bien. Fixez-vous des délais, quitte à vous mettre la pression en disant c'est pour l'anniversaire de Pierre, Paul ou Jacques, et puis voilà, comme ça vous savez que vous êtes obligé de finir. Et il y aura des défauts, de toute façon il y a des défauts partout, même Malouf quand il fait un truc il trouve des défauts lui, il n'y a que lui qui les voit, vous verrez, vous c'est un peu pareil, il n'y a que vous qui les voyez. Les gens vont trouver ce que vous faites c'est vachement bien, puis vous allez dire ah mais il y a un défaut là, etc. C'est comme ça. Alors Frank Wild, quelle technique t'a donné le plus de mal à maîtriser? Alors là je vais vous faire marrer. Du coup, je rebois un petit coup de café. C'est du café, on a dit. La technique qui m'a donné le plus de mal à maîtriser, c'est de scier droit. Parce que c'est vachement difficile de scier droit. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo de Créolinium, qui vous donne une technique avec un miroir de coupe pour scier droit, pour scier un peu plus droit. Mais scier droit, c'est pas facile.
J'en ai scié. Kamel Guedifi qui dit « Bonjour Cray, j'aimerais bien savoir comment reconnaître et différencier les essences de bois, enfin les plus répandues, et s'il n'y a pas un bouquin ou autre documentation, merci. » Alors, en fonction de la vitesse à laquelle je vais réussir à monter cette vidéo, il y a une vidéo sur Paul Corbineau que j'ai interviewé au salon Habitat et Bois, qui a sorti 2 bouquins, un qui s'appelle « Lire le bois » et un qui permet de reconnaître les essences de bois. Je vous remettrai les liens dans la description. Je vous les conseille fortement, et pour reconnaître les bois, c'est ceux-là qu'il faut acheter et pas d'autres. Ça, c'est voilà. Pour moi, c'est pas discutable. Paul Corbineau est un auteur formidable et il a sorti des bouquins au top, super bien illustrés en plus. Voilà, donc foncez. ABGZ, un petit coucou à ABGZ qui me met systématiquement un commentaire sur chacune de mes vidéos qui fait bonjour, et ça fait plaisir, même si des fois il n'a pas de commentaire particulier à mettre, il montre que ça lui a plu et moi je suis content. C'est comme le pouce, enfin voilà, ça me fait juste plaisir, c'est tout, je gagne pas ma vie avec ça. Donc ABGZ, bonjour, dernièrement j'ai croisé des vidéos qui montrent des menuisiers travaillant à la main, j'ai trouvé ça très intéressant, un petit mot sur ça. C'est vrai que moi je mixe les deux techniques et que j'ai tendance à pas beaucoup montrer quand je travaille à la main, parce que je suis pas forcément... je ne me considère pas super doué, pas forcément en mesure de donner trop de conseils là-dessus. Je pense que le travail à la main et le travail mécanique se complètent assez bien. Alors on pourrait être un petit peu fan du « je ne travaille qu'à la main ». Peut-être que si j'étais à la retraite, c'est ce que je ferais. Malgré tout, j'ai besoin de faire pas mal de choses dans la baraque. Du coup, il faut quand même que ça pulse un petit peu au niveau du débit de sortie des objets de l'atelier. Voilà. Et puis je suis un peu feignant, et puis c'est vrai que les machines font un travail qui est quand même pas mal régulier sur certains points. Et de notre côté, à la main, on arrive à faire des petites choses sympas, et puis ça a un côté zen, le travail à la main. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, un petit mot sur ça. Franck HD. Salut Cray, j'ai trouvé tes reportages sur Épinal géniaux, donc surtout n'hésite pas à tous les publier, même si on voit passer furtivement Chewbacca. Chewbacca, c'est Franck. Salut Franck. On va raser un peu là, parce que visiblement on te confond avec des personnages de science-fiction. Alors, tu utilises souvent de l'électroportatif, y a-t-il une raison à cela? Tu maîtrises mieux, tu as 2 mains gauches avec des outils manuels. En regardant tes vidéos, j'ai l'impression que tu nous montres qu'une petite partie de tes connaissances, je me trompe, ou tu veux montrer seulement ce que tu maîtrises. Et encore merci pour cette vidéo, car je viens enfin de comprendre pourquoi je ne recevais jamais tes notifications. Je me trompais de cloche. Il me clique sur la tête, hein, c'est malin. On en reparlera de ça. Donc, merci pour les reportages sur Épinal. C'est pas les vidéos qui ont le plus fonctionné, parce que les gens ils veulent voir de la technique, voilà, ils veulent voir ce genre de choses. Mais l'avantage, quand on est libre sur sa chaîne, comme je le suis, c'est de pouvoir mettre ce qu'on veut, et non pas de répondre à un quelconque critère de cliquabilité. Voilà, donc elles vont toutes y être. La dernière, qui est celle de Paul Corbineau, va sortir. Après, il n'y en a plus, il faudra attendre l'année prochaine. Elle va sortir, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre lundi qui arrive ou le suivant. Là. Donc j'utilise souvent de l'électroportatif. Oui, parce que... alors d'abord parce que on est un peu rassuré avec l'électroportatif, c'est pas trop puissant, on n'a pas trop peur de se faire mal, même si c'est dangereux, qu'il faut quand même respecter les consignes de sécurité. D'une part, on se dit que vu que c'est une machine, ça va tout faire tout seul et qu'on n'a pas besoin d'être adroit, ce qui est complètement faux, il y a plein de choses à prévoir, surtout avec la défonceuse. Et parce que là où c'est intéressant, c'est que c'est pas trop cher pour l'amateur, d'une part. D'autre part, c'est accessible en termes de, comme je disais, en termes de dangerosité. Mais je travaille aussi avec des outils à main. J'ai des ciseaux à bois, des rabots, des vastringues, des râpes. Enfin, j'utilise aussi ces outils-là. Alors, est-ce que je montre qu'une petite partie de mes connaissances? J'essaie de montrer où est-ce que je maîtrise quand même. Parce que si c'est pour montrer ce que je sais pas faire... Donc l'électroportatif, ouais, pour l'amateur, c'est sympa. Alors, Pierre-Adrien Delille, j'aimerais bien avoir des conseils sur les finitions, genre vernis PU, vernis époxy. Alors, je fais très très peu de conseils effectivement sur les finitions, parce que c'est un domaine que je maîtrise mal. Et je vais même aller un petit peu au-delà de ça. En ce qui concerne les finitions, il y a un siècle ou deux, le menuisier ne faisait pas de finition. Il portait les meubles chez le vernisseur, parce que faire la finition, c'était un métier à part entière.
Donc peut-être que j'en parlerai un petit peu dans certaines vidéos, de certains types de finitions. Moi je suis assez fan pour les meubles de la partie fondure et puis derrière une petite cire parce que quelque part c'est une finition un peu sans risque et puis ça donne un aspect un peu naturel au bois. Je fais des finitions à l'huile aussi. Et puis de temps en temps je fais du vernis, mais je suis loin d'être un maître en la matière, puis je ne suis pas très équipé. J'aimerais bien m'acheter un pistolet, un compresseur, tout ça. Alors Michel G, bonjour monsieur. Monsieur. Tout d'abord, j'aime votre humour décalé, ça me fait trop rire, et Dieu sait si en ce bas monde, ça fait du bien. Effectivement, on est d'accord, on a bien besoin d'humour. Comme disait Pierre Desproges, l'intelligence, c'est l'outil qui permet à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur, et l'humour, c'est la seule chose qui lui permette de le supporter. Voilà mes questions. J'ai un projet de fermer un abri avec des cloisons en bois. L'abri en question, c'est un toit posé sur un pignon et sur un côté de la maison. Donc je voulais connaître votre avis sur la question et si vous avez des trucs et astuces pour réaliser ce genre de cloison. De trucs et astuces, non. Ce que je peux vous dire, c'est que pour tout ce qui concerne le bardage, déjà, c'est quasiment un métier à part entière. Respecter le fait que le bois va jouer toujours. C'est pour ça que quand on fixe du bardage, on fixe les lattes de manière à ce qu'elles puissent jouer. Après, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que ça dépend beaucoup de la situation. Vous avez des professionnels du métier qui vous conseilleront mieux que moi. Je suis désolé de ne pas répondre plus que ça à cette question. MMMM. Oui, professier pour le pseudo, lui. Salut Cré, merci de tes vidéos. Ma question, utilises-tu aussi des outils manuels? Oui, hein, j'ai déjà répondu là-dessus. Si oui, lesquels? Comme tout le monde, le rabot, la râpe, les vastringues, hein, on a vu dans ce qui concernait la réfection d'une hache, par exemple, j'ai quasiment travaillé qu'avec des outils manuels, sauf vraiment pour le dégrossissage. Et quelle est la répartition approximative outils manuels, outils électriques dans ton travail à l'atelier? Moi j'ai tendance à dire 50-50, parce que même si j'en montre pas beaucoup, et que effectivement le plus gros de la matière, souvent je l'enlève avec des outils électriques, hein, rabot d'égo, beaucoup, puis la scie à ruban aussi pour déligner, j'utilise des outils manuels pratiquement sur toutes les réalisations. Je me vois mal travailler sans ça en fait. Michel, salut Cré, je ne suis qu'un petit amateur du bois. Ah bon, tu mesures combien? J'ai beaucoup appris avec tes vidéos, notamment sur la défonceuse, les fraises à copier. Tu as été mon master pour mes petites réalisations. Merci. Assemblage queue droite, tiroir, cadre, moulure, enfin tout ce qui touche à la défonceuse, utilisation et fabrication de gabarits. J'ai essayé de faire du pas facile en regardant tes vidéos. C'est ce qu'il faut faire. Le pas facile, c'est ce qui est intéressant. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de ne pas m'attaquer à quelque chose qui est plus grand que moi. Mettez grand entre guillemets. Ma question, je n'y connais presque rien en bois. Peux-tu nous donner quelques infos sur comment les reconnaître et bien choisir le bon bois? Ça existe sur internet, mais j'aime bien ta pédagogie et ton humour. Alors j'essaierai d'en parler effectivement un peu plus du bois en lui-même. Je vous donnerai un conseil, et un seul. Trouvez-vous un bon scieur. Voilà. Quelqu'un en qui vous ayez confiance. Dites-lui ce que vous voulez faire avec votre bois. Et fournissez-vous chez un bon scieur. Moi, c'est ce que je fais maintenant, et j'y gagne énormément en fait, en temps et en rentabilité, par rapport à la quantité de déchets, parce que souvent les bois qu'on achète d'occasion sont mal séchés et bien bouffés. Alors, Domso 2, mon souhait, savoir faire et utiliser un gabarit symétrique pour couper une courbe symétrique. Alors, j'ai pas très bien compris cette question-là, mais moi, personnellement, je procéderais par retournement pour couper une courbe symétrique, tout simplement. En 2 fois. Maintenant, si tu peux, dans les commentaires, préciser ta question, j'essaierai peut-être d'y répondre de manière plus précise, soit dans une vidéo dédiée, soit dans une FAQ. Alors, Irénée Dubaï, toujours sur le bois, qui nous dit « Peut-on récolter soi-même son bois ?» J'ai fait des petits jouets, sifflets, toupies, etc. Je prends des frênes, hêtres, peupliers, noisetiers de diamètre 8 cm maxi. Quoi faire pour ne pas avoir de problème de vieillesse? Et je parle toujours du bois, oui, parce que pour le reste, je ne saurais pas répondre. Si j'avais la réponse, je serais milliardaire. Alors oui, on peut récolter soi-même son bois, ça c'est pas un problème. D'ailleurs, récolter le bois, c'est pas forcément... Je vais mettre les bûcherons à dos là. Pas forcément compliqué. Il faudrait récolter hors sève, ça c'est une certitude. Donc en gros, je crois que la période c'est entre décembre et février, quelque chose comme ça, mais c'est à vérifier. Après, sur du 8 cm maxi, ça veut dire que c'est essentiellement des branches. Pas grand chose à dire, il faut que le séchage soit fait dans des bonnes conditions. Si vous faites sécher des branches entières, le mieux c'est de les faire sécher dans un sac à copeaux.
J'imagine que c'est pour du tournage dans ce cas-là. Voilà, et donc pour finir, bah oui, on peut faire sécher soi-même son bois. Le truc, c'est que ça sèche pas trop vite. Et après, si on parle toujours de tournage, bah effectivement, il y a des techniques, notamment pour tourner sur bois vert et faire sécher après. Ça existe de faire sécher au micro-ondes, je sais, mais je ne suis pas tourneur. Donc oui, on peut. On peut dire que c'est simple. Bruno B, qui me pose 2 questions. Birkenwald, je sais pourquoi, mais Cray, j'ai pas trouvé. Pourquoi? Ah bah oui, c'est vrai ça, pourquoi? Cray, bah, je vais vous mettre une photo en fait, parce que je suis un ex-geek. Voilà, voilà. Enfin, geek, façon de parler. Je préfère dire un passionné d'informatique, parce que geek, c'est un peu dévalorisant, enfin, c'est un peu dévoyé comme terme aujourd'hui. C'est quoi ta Dego Rabo? Bah, je vais le mettre. Si et ne change rien. Bah non, je change rien. Ah oui, et puis une troisième que j'avais posée il y a déjà longtemps, mais à laquelle tu n'avais jamais répondu. Toi qui as toupie et défonceuse sous table, considères-tu que la seconde est utile si on a la première? Et si oui, pourquoi? Ayant toupie plus défonceuse, je n'ai jamais vraiment ressenti le besoin de mettre sous table. Ouais, mais j'aimerais avoir ton point de vue, histoire de me faire changer d'avis. En fait, j'envisage déjà de mettre la fleureuse sous table pour les petits trucs rapides, qui est une DeWalt, donc avec suffisamment de pêche pour le tout venant. Je vais répondre à l'envers. C'est-à-dire que, déjà, au sujet de la fleureuse, moi, personnellement, je préfère l'utiliser à la volée, parce que c'est quand même l'objectif. Mais après tout, pourquoi pas, je suis pas... Voilà. Entre la toupie et la défonceuse sous table, pour moi, c'est 2 utilisations différentes. Sur la toupie, j'utilise beaucoup le calibreur. Donc l'avantage c'est que ça enlève beaucoup de matière, il y a plein de pièces assez grosses que j'aurais pas pu faire sans ça. Après pareil, la toupie quand on veut envoyer vraiment du bois et qu'on veut faire du profilé au kilomètre, c'est vachement mieux que la défonceuse parce que c'est beaucoup plus puissant. En plus moi sur la toupie j'ai l'entraîneur, ça aide un petit peu. A contrario, la défonceuse sous table, quand on va travailler des petites pièces au niveau des doigts, on est quand même un petit peu plus sécurisé. Et puis il y a plein de fraises que j'ai pour la défonceuse et que j'ai pas pour la toupie. Par exemple des fraises à queue d'aronde, tout ce qui se ferait sur la toupie en bout d'arbre. Je pourrais mettre un adaptateur bout d'arbre, mais le problème que ça pose, c'est que la vitesse de rotation de la toupie est un petit peu basse pour les fraises de défonceuse, à cause d'une histoire de diamètre tout simplement. Et ça pose un petit problème de sécurité, parce qu'il faut tourner relativement vite pour être en sécurité. Voilà, il faut être dans la bonne plage de vitesse. Et trop lent, c'est un problème de sécurité. Donc pour moi, les deux sont totalement complémentaires. Madi Casabianca qui me répond salut, qui me dit salut, tu es plus scie à ruban ou scie sur table? Eh bien les deux, mon colonel, parce que chaque fois qu'il s'agit de déligner, notamment pour le débit, j'utilise la scie à ruban. J'utilise aussi beaucoup la scie à ruban pour les coupes courbes, etc. On peut guider, c'est assez sécurisant de ce côté-là. Si on met voilà, toutes les protections qui vont bien, qu'on respecte les consignes de sécurité, on a peu de chances de se faire mal avec une scie à ruban. Je suis beaucoup moins à l'aise avec la scie sous table, donc j'ai tendance à tronçonner à la scie sous table, à faire de la découpe droite et de panneaux à la scie sous table, alors que la scie à ruban, je vais l'utiliser pour le délignage et pour tout ce qui est dégrossissage de coupe courbe, avant éventuellement le calibrage à la toupie par exemple. Voilà. Jojobi81. Allez, petite question, puisque visiblement tu as aussi une passion pour la guitare, est-ce que tu as déjà eu envie de t'en fabriquer une, étant donné tes connaissances techniques en menuiserie? Oui, grave. Alors effectivement, j'ai une petite passion pour la guitare, j'essaye péniblement d'avoir un niveau en guitare. Bon alors, je suis loin du compte, c'est beaucoup moins facile pour moi que la menuiserie. Quelqu'un que je connais, bonjour Sébastien, qui joue de la guitare, lui, a beaucoup plus de facilité en musique et beaucoup moins doué de ses mains. On a chacun voilà, son domaine où on est à l'aise. Donc oui, tôt ou tard, je vais commencer à faire une électrique. L'acoustique, ce sera pour plus tard, parce que ça, c'est beaucoup plus complexe. Je parle d'un point de vue technique en menuiserie, en lutherie, quoi, parce qu'on n'est plus dans la menuiserie. Donc oui, là, elle est quelque part par là, la guitare, ouais, avec tout ce que j'ai à faire avant. Adrien Bouilly qui me dit bonsoir, une question sur les gabarits pour défonceuse, comment les conceptualiser? Ça c'est une vaste question, je vais essayer de faire une vidéo dédiée là-dessus, je vais mettre dans le lien là la vidéo sur la fabrication des gabarits pour aider un petit peu, mais je reviendrai là-dessus je pense plus longuement dans une vidéo dédiée. Merci pour l'idée. Salut, j'adore votre chaîne pour le côté humour mais surtout pour les idées et détails des machines, exemple la caisse américaine ou sur la défonceuse.
Moi, j'aurais voulu savoir quels sont les outils incontournables au début à avoir, pour les outils à avoir par la suite. J'ai quelques outils comme une scie sauteuse, une défonceuse premier prix, une ponceuse. Je me demande quels outils pourraient me permettre de travailler plus facilement et plus proprement. Alors, une scie circulaire, voilà, qui n'est pas forcément très chère, de bonne facture. Hein. Je ne parle pas forcément d'une plongeante d'ailleurs. Donc une scie circulaire, ça c'est une chose à avoir. Après, encore une fois, en machine stationnaire, le premier gros investissement en menuiserie, c'est la Rabo d'Ego. Voilà, je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est indispensable de pouvoir avoir des planches avec une bonne géométrie dessus, même si on peut dégauchir à la main, même si on peut... Oui, d'accord, ok. Mais quand on a un meuble complet à faire, tout dégauchir à la main, ça induit des temps de traitement qui ne sont pas forcément compatibles avec un amateur qui ne fait pas ça toute la journée, mais qui fait ça que le dimanche et qui a une famille, etc. Voilà. Donc, une scie circulaire, en plus d'une scie sauteuse, d'une défonceuse. La ponceuse, c'est bien aussi, il y en a déjà une. Mais moi, je dirais scie circulaire et Rabo d'Ego. Alors, Bruno Laposta, merci pour tes vidéos précises, informatives, pertinentes, synthétiques, rares dans la jungle de YouTube bois. Merci pour le commentaire. Menuisier amateur débutant, j'ai plein de questions, un extrait de 3 seulement. Je suis intéressé par une vidéo qui me donnerait les grands principes de la sécurité. Alors là-dessus, c'est une vidéo que je ne ferai pas. Parce que ça dépend énormément du contexte dans lequel on se trouve. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Je ne saurais que vous recommander de suivre les consignes de sécurité, notamment de l'INRS, l'Institut national, je ne sais plus ce que ça veut dire, de recherche et de sécurité, voilà, dont l'emblème était initialement une main avec un doigt qui manque. Il manque celui-là. Ça vous explique assez bien ce à quoi il faut faire attention. Mais voilà, je ne ferai pas de vidéo dédiée à la sécurité. C'est trop engageant et je ne souhaite pas prendre cette responsabilité. Vous êtes responsable de votre propre sécurité. Suivez les consignes, faites attention à ce que vous fabriquez. De temps en temps, je fais un petit mot, mais c'est tout. J'ai cru comprendre qu'un bon travail du bois était de savoir alterner entre machines et outils manuels. Effectivement, c'est pour moi important parce que même si on peut tout faire à la main, parce que pendant longtemps on a tout fait à la main, aujourd'hui ça fait gagner du temps quand même les machines. Et il y a des petites choses qui sont à faire à la main quand on veut respecter le fil du bois, quand on commence à travailler dans des conditions un peu particulières, plutôt que de se prendre la tête. En plus de ça, les machines, il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise une machine, il faut la pointer, il faut la régler, ça prend du temps. Si on a une seule pièce à faire, où est l'intérêt? Autant faire à la main. Voilà. Donc moi, des fois, je prends mon petit rabot, tout ça. À côté de ça, quand vous avez 50 planches à raboter, dégauchir, à la machine, c'est top, quoi. Voilà. Alors, je suis intéressé par comment passer du dessin d'un objet à sa réalisation. Jusqu'à quel niveau de détail doit aller le dessin? Quel grand principe pour sa cotation? Alors, ça c'est quasiment une vidéo à part entière, mais moi je conceptualise mes dessins sur SketchUp. Je pense que dès qu'on commence à dessiner quelque chose, en fait on commence à le fabriquer. Parce que c'est à ce moment-là qu'on décide quelque part quel va être le sens des pièces. On réfléchit tout de suite au sens du fil du bois. Pour la cotation, moi j'ai tendance à dire, utilisez l'outil, pour ceux qui travaillent sur SketchUp, utilisez le plugin des fiches de débit de Boris Bolland, de l'ère du bois, qui aura l'avantage de vous donner toutes les cotes sur un tableau. Voilà. Donc ça c'est le conseil que je vous donnerai. Après, il n'y a pas, hein. À un moment il faut s'y mettre. Faites votre dessin, vous sortez votre fiche de débit, et puis en tirant parti de votre expérience, vous allez voir s'il fallait rentrer plus dans le détail ou pas. Ce que je déconseille par contre, c'est quand vous faites le dessin, de dire des trucs du style « Ah non, mais je me prends pas la tête avec ce point-là, parce que je pourrais toujours, quand je serai en train de le faire, m'occuper de savoir comment je vais le mettre. » Moi j'ai fait cette erreur-là 2 ou 3 fois, et à chaque fois on perd énormément de temps en fabrication. En reportant en fait l'étude d'un problème de conception à la phase de réalisation, on oublie des bouts, on se retrouve à être obligé de démonter, de scier, de modifier, etc. Et finalement, on perd énormément de temps, voire on abîme l'ouvrage. Donc, s'il y a une question que vous vous posez à la conception et que vous vous dites « j'y répondrai à la fabrication », vous êtes sûr de vous planter. Ça veut dire que vous mettez sous le tapis une question essentielle.
Donc, dans ce cas-là, ce petit morceau que vous avez décidé de finalement ne pas dessiner, bah justement, dessinez-le et dessinez tout autour de ça. Et vous apercevrez que les questions sont souvent plus complexes que ce qu'on imagine. Sylvain S. qui me dit « Bonjour Cré, merci pour ton partage de connaissances avec des vidéos très intéressantes et agréables à regarder. J'aimerais connaître tes astuces, techniques et outils pour être précis dans tes réalisations. Je suis débutant et mes assemblages me le font bien remarquer à chaque montage. » Bah alors, déjà, la première chose, et c'est Nicolas de Copain des Copeaux qui disait ça, il disait « Mesurer, c'est se tromper ». Peut-être même que quelqu'un l'a dit avant lui, hein, quand même. Donc déjà, pour être précis, il faut mesurer le moins possible. Ensuite, pour être précis dans les assemblages, malheureusement, ça dépend de quoi on parle, mais si vous faites par exemple des tenons mortaises à la main, il n'y a pas, hormis la partie traçage qu'il vous faudra apprendre à faire et maîtriser, il va falloir en faire et en refaire jusqu'à ce que ça rentre. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour être précis dans les assemblages, il y a plusieurs choses. D'abord, éviter de tracer avec un crayon, parce que l'épaisseur d'un trait, c'est entre 0,5 et 0,7 mm. Et quand vous multipliez par 2, vous avez facilement 1 mm de débattement, et c'est énorme en fait dans un assemblage. Donc, utilisez plutôt un tranchet, qui en plus va vous permettre de précouper la fibre du bois, et de vous faire une, ce qu'on appelle le Knifehole. Ah, j'ai oublié son nom. Chez Malouf, Malouf parle du Knifehole, c'est-à-dire c'est le mur du couteau, le mur du tranchet qui vous permet de caler votre ciseau à bois quand vous allez tracer. Donc il y a ce genre d'astuce. Et puis après, il y en a une dernière, quand vous travaillez à la machine, imaginons vous coupez 4 pieds de table, coupez les 4 les uns derrière les autres sans dépointer la machine. Qu'une table fasse 1 mm de plus ou moins en hauteur, ou même 3 mm, on s'en fout. Par contre, si les 4 pieds ne sont pas de la même taille, elle sera bancale. Donc souvent, une fois que la machine est pointée, il faut tout passer. Moi, quand je fais par exemple des tenons à la toupie, je cale ma machine une fois et je fais tous mes tenons. Ce qui fait que j'ai d'épaulement à épaulement toujours la même largeur, ce qui fait qu'on meuble est droit. Voilà. Donc c'est plutôt ça. Et à la limite, la cote, qu'elle soit respectée au millimètre ou pas, c'est pas très important. L'important, c'est que tout soit de la même longueur, que tout soit harmonieux. Voilà. Et pareil, si vous avez sur votre dessin dit, entre, je sais pas moi, entre les joues de mon meuble, j'ai 1 mètre, donc mes tiroirs doivent faire 1 mètre, faites votre meuble. Faites votre ossature de meuble, et ensuite remesurez, parce que votre mètre, il est peut-être passé à, je sais pas, à 99 cm. Et là, vous faites votre tiroir après. Donc là, ça c'est des questions que j'ai reçues par mail. Bonjour, débutant dans le défonçage, tes vidéos me sont d'un grand secours, mais j'ai une question qui va peut-être te paraître idiote, mais je n'ai toujours pas compris. Quand on a une défonceuse avec 2 bords rectilignes, s'il vaut mieux travailler en faisant avancer la défonceuse dans le sens perpendiculaire au grand axe de la semelle, obligatoire avec le guide parallèle, ou s'il est préférable de travailler en faisant avancer la défonceuse dans le sens du grand axe quand on travaille contre une règle ou mieux entre 2 règles, car ça change tout. Effectivement, je crois que je comprends. Quand on veut fabriquer ou utiliser des gabarits d'usinage, pour les mortaises entre autres, j'ai la même interrogation pour le montage de la défonceuse sous table. Dois-je la monter les bords rectilignes, parallèles ou perpendiculaires? Dis donc, j'ai l'impression... je vais l'écrire celui-là de commentaire parce qu'il est un peu long. Alors, quand on a une défonceuse comme celle-là, qui est ronde, on s'en fout en fait. Donc ça c'est pas mal déjà, ça c'est une première réponse. Quand vous avez une défonceuse comme celle-ci, si vous l'appuyez comme ça a l'air d'être plus facile, mais en réalité, vous risquez de faire ça à un moment. Et vous allez éloigner la fraise du bord du guide, et donc ça va être tordu. Alors que si vous êtes toujours là, là, vous avez plus ce problème-là. À moins, bien sûr, de venir comme ça, mais voilà. Du coup, c'est le côté rond, en fait, qu'on appuie, là, sur le guide. Voilà, je pense que c'est ça la question, en fait, fondamentalement. Après, quand on utilise le guide parallèle, on ne se pose pas de questions. Et quand on est sous table, ça n'a strictement aucune importance. Sous table, le truc qui est important, c'est de faire en sorte que quand on va accéder par-dessous pour mettre en route, etc., l'interrupteur soit du bon côté. Et les réglages. Voilà. Après, les défonceuses sont plus ou moins bien fichues. Moi, je peux passer des 2 côtés. Ça, c'est pratique. Alors, Franck Blanchard qui nous dit « Je me présente, je m'appelle Franck. Je suis français et vis au Québec maintenant depuis une vingtaine d'années. Je te suis depuis un moment déjà, je voulais te féliciter pour ton travail et tes vidéos, merci beaucoup. J'ai une page Facebook où je présente quelques projets et je sais que le travail que cela implique de faire des vidéos, montage, etc. C'est beaucoup d'ouvrages, alors encore bravo. Effectivement, c'est gentil de mentionner ça parce que effectivement ça prend du temps.
Mais bon, j'aime bien faire du montage vidéo. Alors, la question. Pour faire des plans, beaucoup de makers utilisent SketchUp. Je n'aime pas leur licence download. En tout cas, qu'utilises-tu personnellement pour faire des plans? As-tu une liste de logiciels adaptés à l'ébénisterie? Ça, c'est une très très bonne question. Moi, j'utilise SketchUp essentiellement. Je cherche depuis longtemps une alternative. Alors, je connais les logiciels libres, etc. Mais je parle d'une alternative dans laquelle on aurait la richesse de plugins qu'on a pour SketchUp. Et pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas trouvé. Et moi aussi, leur licence dans le cloud, elle me gonfle prodigieusement. Voilà. Philippe Psela qui dit « Bravo pour ta chaîne, les 20 000 sont largement mérités. » Ouais, 21 000 même, je suis content. J'opte pour le tu, mais la familiarité ne vaut que pour moi qui te vois et t'écoute. Pour répondre à ton appel, voici tout d'abord une question. Comment envisager la finition d'un meuble? Alors, c'est un vaste sujet, oui, ça c'est sûr, qui me paraît essentiel et les ressources sont assez pauvres aussi bien sur le net que dans la littérature. Alors, effectivement, dans la littérature, j'ai pas trouvé grand-chose dans la littérature francophone, si bien que j'ai acheté des bouquins sur la finition, qui sont des bouquins anglais. Américains pour être précis. Ça a le défaut que je peux pas trop trouver les produits tels qu'ils les mentionnent dans le bouquin, mais l'avantage c'est que celui-ci donne pour chaque produit en fait ce qu'il y a réellement dedans, parce que les fabricants nous cachent pas mal de choses. Et effectivement, c'est un sujet à part entière, la finition, hein, comme je l'ai déjà dit. Pour moi, la finition d'un meuble, elle s'envisage selon son usage. Si vous avez une table basse de salon, que vous buvez l'apéro dessus, etc., et que vous avez en plus des enfants, on va dire en bas âge, qui vont y aller au feutre ou je ne sais quoi, il va falloir une finition différente de si vous êtes retraité, que vous avez que des gens qui vont mettre bien le petit sous-boc hein, sous le truc, etc., voilà. Donc moi c'est selon son usage. Après l'avantage du massif c'est qu'un coup de ponceuse et ça repart. Mais voilà, c'est surtout selon son usage. Et j'ai effectivement parlé d'un ouvrage en anglais sur ce sujet que j'étais en train de lire. J'aimerais bien son titre pour le commander, je mets ça dans la description. Alors il m'envoie aussi des images, des réalisations. Ça je mets de côté, je vais faire une vidéo dédiée là-dessus parce que là, vu depuis combien de temps je tourne déjà, à mon avis, elle va être longue celle-là, donc on va faire un séparé. Voilà, surtout continuez à favoriser le partage des connaissances plutôt que le placement de produits. Vous êtes peu nombreux sur YouTube avec cette éthique. Oui, effectivement, et ils jettent la pierre à personne, et moi non plus. Moi il se trouve que je veux conserver ma liberté, donc je ne fais pas de placement de produits pour dire voilà, je suis partenaire avec une marque, etc. Moi, c'est plus ponctuel dans un truc qui m'a plu ou voilà, quand je veux vous montrer quelque chose. John Zwissler, John Zwissler, voilà. Je suis débutant dans le travail du bois et j'en viens direct à ma question. Pour commencer, seriez-vous plus défonceuse ou affleureuse? Eh bien, les deux, mon colonel, parce que l'affleureuse, c'est vachement bien pour faire des affleurages. Et pour les petites choses, voilà, les petits chanfreins, les petites bricoles comme ça, parce que c'est maniable. Alors que la défonceuse, ça plus pour voilà, du lourd, on va dire, de la rainure, de la queue d'aronde, des choses comme ça, même si les défonceuses peu puissantes ressemblent un peu à des affleureuses, et puis les affleureuses puissantes ressemblent un peu à des défonceuses. Mais du coup, les deux. Alors il dit, voici les travaux que j'exerce habituellement, donc manche, maillet, encadrement, banc, étagère, planche à découper. Là, clairement, on est plus dans la fleureuse. Voilà. Donc Patrick Marchand qui me dit, j'espère que je ne vous importune pas. Absolument pas. J'imagine qu'avec tous vos abonnés, vous devez recevoir beaucoup de courriers. Ça va, j'arrive à tout traiter, et puis les gens voient généralement des choses assez intelligentes, et puis le reste, je l'ignore. Donc non, ça se passe bien de ce côté-là, et puis ça fait toujours plaisir. Voilà. J'aimerais m'équiper d'une défonceuse puissante. Vous possédez une Triton? Oui. Elle fait 2400 watts, donc elle est puissante. Elle fait surtout 6 kg, pas l'oublier. En ce qui concerne les bagues à copier, je ne trouve que des bagues en pouces pour ce modèle et je me demandais où vous vous étiez procuré les vôtres d'une part et si celle de mon affleureuse Makita RT0700 CX3J pourrait convenir. Donc là-dessus, je vous dis tout de suite non, hein, je l'ai celle-là, donc non, ça marche pas. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une semelle universelle, voilà, qu'on trouve chez Trend Tools. Et Trend Tools fournit aussi toutes les bagues donc à copier de, je crois, 10 jusqu'à 40 mm, échelonnés tous les 2 mm, et qui se montent sur cette semelle. Donc moi, c'est la solution que j'utilise. Donc ils ont soit des semelles qui se montent immédiatement sur pas mal de défonceuses de marques connues du marché. Ils ont sinon cette semelle-là que vous devez repercer. Voilà, donc moi ça c'est ma solution.
Parce qu'effectivement, la compatibilité des bagues d'une marque à l'autre, voire même d'une défonceuse à l'autre au sein d'une même marque, elle est loin d'être assurée. Alors toujours sur la TRA 001, qui me dit, en gros, hein, je ne vais pas tout dire, mais quand j'ai voulu introduire une fraise dedans, impossible car le collet de 8 mm est complètement bloqué dans son logement et je ne peux plus sortir, alors qu'il était introduit sans forcer. L'écrou se dessert complètement. Contrairement, il me semble, aux autres ensembles écrou-collés, mais le collet reste prisonnier de la machine. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce phénomène, ou y a-t-il quelque chose que je n'ai pas compris dans le fonctionnement? Ça me paraît un peu bizarre, peut-être que la pièce est défectueuse. Sinon, un truc à faire quand on n'y arrive pas comme ça, c'est qu'une fois qu'on a enlevé l'écrou et qu'il reste que le collet, c'est introduire une queue de fraise à l'intérieur, et essayer de le bouger un tout petit peu comme ça pour finir par le sortir. Mais là, je ne comprends pas. Une chose aussi, quand vous rentrez votre fraise dans la pince, on la rentre jusqu'au fond et on la relève d'1 ou 2 mm pour pas qu'elle touche au fond. Parce que sinon, quand on serre, on a tendance à tout bloquer aussi. Mais sinon, je vois pas. Moi, j'ai la pince de 8 et j'ai pas ce problème-là. Après, l'autre possibilité, c'est qu'on a un souci avec peut-être une fraise en pouce. Alors, question de Christophe Guerrero, qui regarde mes vidéos avec ses deux garçons, Tom et Victor. Bonjour la petite famille. Ouais, attention parce que des fois je dis des trucs, pas pour les enfants quoi. Alors, c'est marrant, nous sommes conditionnés pour regarder la vidéo jusqu'à la fin et attendre le petit plus. Ouais. Voici ma question. Quelle aspiration utilises-tu pour tes différentes machines? Eh ben, j'utilise un aspirateur Kela, qui est un aspirateur de chez Lehman. Il n'est pas top, il manque un peu de pêche, et puis bon, avec le sac en tissu et tout, je pense que je vais le changer, puis je vais mettre une aspiration centralisée, parce que j'en ai marre de me trimballer le tuyau tout le temps. Alors, on attaque les questions perso. Alors, je voulais savoir si le bois était ta profession, ou si tu étais tombé dans la marmite étant petit. Bah, ni l'un ni l'autre, en fait. Quand on est arrivé en Alsace, j'arrivais de Paris, je voulais absolument déménager de Paris, parce que je pouvais plus supporter la vie parisienne. Et un truc qui m'avait drôlement manqué, c'était l'atelier. J'avais pas d'atelier pour bricoler. Je voulais juste bricoler à la base. Et puis, en Alsace, il y a beaucoup de bois partout. Et en même temps, j'ai croisé les vidéos de Nicolas, de Copain des Copeaux. Et du coup, ça m'a donné l'idée, en fait, de commencer un peu la menuiserie. Donc, j'ai acheté mes premiers plateaux de sapin. Puis j'ai commencé à faire des petites bricoles. J'ai fait un banc en sapin, puis des tabourets. Et puis j'ai fini par faire un coffre. Et puis voilà. Donc ça fait 5 ans à peu près que je me suis mis à la menuiserie. Voilà. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup à faire en vulgarisation. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire des vidéos moi aussi. Alors, ensuite, Waraps nous dit, question de Madame Tire, habitante de Bouchon. Merci Waraps, j'ai presque l'impression que mes jeux de mots sont originaux et drôles. Tu pouvais tout recommencer, que ferais-tu? Question tant professionnelle, boulot, passion, que technique, chose que tu utiliserais avant une autre que tu n'achèterais pas, etc. Pour le reste, chut, on en voudrait tous une plus jeune. De voiture. Oui, pas que de voiture. Hein. Alors, déjà, je pense que professionnellement, moi, j'aimerais beaucoup être charpentier. Je trouve que c'est un métier magnifique. Après, il y a toujours l'image d'Épinal et puis il y a la réalité. Techniquement, chose que tu utiliserais avant une autre et que tu n'achèterais pas. Alors, je pense que tous les outillages un peu bas de gamme que j'ai achetés, je les rachèterais pas. Je préférerais patienter pour m'acheter des outils un peu plus haut de gamme. Par exemple, j'ai acheté un rabot d'une marque que je ne citerai pas, mais de mauvaise qualité, qui fait des outils génériques sur Internet, qui fait un peu tout et n'importe quoi d'ailleurs. Et au final, il est inutilisable. Du coup, j'ai racheté des vieux rabots d'occasion chez Stanley et autres, et j'en suis beaucoup plus content. Voilà. Et donc, j'envisage un jour de m'équiper en Lie Nielsen ou Veritas, ou ce genre de choses. Voilà. J'irai d'ailleurs m'équiper chez Oriou, puisqu'il fait tout le Lie Nielsen, et un peu de Veritas aussi, et qu'il n'y a pas de raison, parce que c'est un gars super. Voilà. Ensuite, Antoine Besnéard qui me dit une question double. Quelle est ta formation en menuiserie et bénisterie et en général? En menuiserie et bénisterie, ma formation, c'est une pile de bouquins comme ça à peu près. Pas mal de vidéos sur Internet et beaucoup de pratique, et surtout de la pratique. En général, j'ai un bac, série scientifique. Puis je me suis beaucoup intéressé aux mathématiques, mais je ne suis pas allé très loin dans les diplômes parce que le milieu étudiant n'est pas fait pour moi. JD Wig, bonjour d'un fan récent, un petit tour de l'atelier. Alors j'en ai fait un une fois vite fait, mais j'en ferai un plus détaillé, d'autant plus que l'atelier va évoluer en 2020. Un peu de biographie, ouais, mais alors je vais pas vous faire la biographie maintenant. Et merci pour les éditions les éditions du Vieux Chêne, donc ouais, j'ai acheté le numéro 3 que j'ignorais. Oui, effectivement, c'est un très 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 bon
Surtout le numéro 3, pour les gens qui débutent la menuiserie, ça pose les bases. Franck a fait une vidéo là-dessus, Créolinium. Valentin Duvauchel, salut, j'aime beaucoup ton flegme et la manière avec laquelle tu traites les sujets dans tes vidéos. Continue comme ça, mais une question de tarot, quand tu n'es pas menuisier amateur, que fais-tu dans la vie? Je travaille dans l'informatique, voilà. Frédéric Sandifort, bonjour, comment avez-vous découvert la menuiserie? J'y ai répondu juste avant. Et qu'est-ce qui vous y a directement plu, voire passionné? Le fait de pouvoir partir de quasiment un arbre et d'arriver à quasiment un meuble. D'arriver même complètement à un meuble. Ça, c'est un truc, moi, qui m'épate. Et puis le fait d'être de bout en bout dans quelque chose. Moi, je fais un métier où on verticalise beaucoup, où on coupe en tranches extrêmement fines le travail, et où on s'hyper spécialise. Du coup, la menuiserie, de faire tout de A à Z, j'aime bien. Mais je sais très bien que si j'étais professionnel, ce serait beaucoup plus difficile. Noem71, bonsoir. Pour faire court et simple, 1. Merci, de rien. 2. Quelle est ta marque de café? Carte noire et trucs comme ça, mais bientôt je vais m'acheter une cafetière automatique et là je mettrai du très bon café de torréfacteur dedans. D'où vient ce nom Cray Birkenwald? Birkenwald, c'est le nom de mon village et Cray, c'est, je vais vous montrer ça en image. 4. Comment montes-tu tes vidéos? Caméra, logiciel, fabrication du générique. Alors, la caméra, c'est un 5D Mark III, un 7D et puis mon téléphone aussi maintenant, donc du Canon. Logiciel Final Cut Pro 10 et fabrication du générique Final Cut Pro 10 aussi, et sinon Motion, donc qui est dans la série avec compresseur et Final Cut Pro. Quel est ton outil préféré? Ah, ça c'est une bonne question ça. Je crois que mon outil préféré c'est le Vastring. Mais ça c'est parce que j'ai acheté des lignes Nielsen qui sont top. Je les ai achetés à Michel Oriou, je le redis, parce que comme ça voilà, j'avais envie. Quel est ton bois préféré? J'aime beaucoup le noyer d'Amérique. Quel est ton style musical préféré? À fond. Non, je ne demanderai pas depuis combien de temps tu es marié. Non, vu que je suis célibataire. Voilà. Encore merci pour ce travail et ces partages de savoir. Avec plaisir et on continue tant que mon temps libre me le permet. Chouchen76, j'aime bien le pseudo. Bonne idée cette petite contribution inversée. Pour une fois, c'est nous qui ferons le contenu de la vidéo. Ouais, je suis un gros feignant. Petite question, que fais-tu dans la vie? Comment es-tu arrivé à travailler le bois et l'image aussi? Vas-tu proposer un petit tour de ton atelier? Quel est ton parc matériel? Oui, je vais proposer un petit tour de l'atelier, ça oui. Le parc matériel, on le verra dans le petit tour de l'atelier, mais j'ai à peu près tout ce qu'il faut avoir. J'ai une vieille perceuse à colonne que je vais bientôt changer pour une scie d'ameau, la mortaiseuse, ponceuse à cylindre, la futeuse, donc c'est une Tormek T7. J'ai une toupie, j'ai une rabot d'ego, j'ai une scie à ruban, j'ai une scie sur table, j'ai pas mal d'électroportatifs et puis j'ai pas mal d'outils à main. Donc je suis assez bien outillé. Mais je considère qu'un outil, l'achat d'un outil est toujours un investissement et jamais de l'argent foutu en l'air. Donc comment je suis arrivé à travailler le bois? J'ai déjà dit. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bonne soirée, ouais, bonne soirée, mais c'est pas fini, partez pas. Klaus von Heimlich. On rappelle quelque chose ce nom. Salut, tu fais du surf ou tu aimes juste les planches? Non, j'aime juste les planches, mais j'aimerais bien essayer le surf un de ces jours, ouais. Je pense qu'un de ces quatre, je vais tenter. J'ai essayé en snowboard, mais je suis vraiment mauvais, alors que je skie pas trop mal. C'est le fait d'avoir les deux pieds attachés sur la planche, ça me gêne, ou puis c'est pas symétrique, je sais pas. Donc comment j'ai appris la menuiserie? Je l'ai dit, bouquin et puis vidéo, pas mal, et puis beaucoup de pratique. Je redis, beaucoup de pratique. Bonjour, c'est chaque fois un plaisir de voir tes vidéos qui changent de ce que l'on voit habituellement car elles paraissent sincères et pas trop marketing. Le bonus, c'est qu'elles durent le temps nécessaire à faire passer le message. Alors là-dessus, oui, ça va être le cas de celle-ci parce que là, je dois en être à pas loin d'une heure de tournage et il n'y aura pas beaucoup de coupes au montage. J'aimerais savoir à quel âge tu as commencé à travailler le bois. Il y a 5-6 ans, donc on va dire 37-38 ans, quelque chose comme ça. Si c'est une passion familiale, absolument pas. Transmise en même temps qu'une partie du parc à outils, absolument pas. Je l'ai racheté d'occasion à un monsieur qui s'arrêtait, qui avait fait ses meubles, puis qui voulait passer à autre chose. Ou si c'est une passion tardive, c'est le cas. Car en attendant d'apprivoiser mes propres outils, merci pour être une vraie source d'inspiration. Merci. Mon but, c'est effectivement d'être une source d'inspiration en tant qu'amateur. Donc j'ai la même question de Jean-Pierre Julia qui me demande si je suis autodidacte et que je réponds oui. Question encore de John91, on fait un tir groupé, j'ai répondu, je vais pas faire durer. Alors, bonjour Cré, est-ce que tu serais d'accord pour nous en dire un peu plus sur toi, me dit Pierrot80. Métier, marié, famille.
Métier, j'en ai déjà parlé, je suis divorcé, j'ai été pacsé pendant 9 ans, et puis maintenant je ne suis plus pacsé, donc je suis libre, donc mesdames, voilà. Famille, je n'ai pas d'enfant, et j'ai pas trop l'intention d'en avoir. André Piquet, ma question, pourquoi seulement 20 000 avec cette qualité? Pourquoi seulement 20 000 avec cette qualité? Alors la qualité, je ne saurais pas dire, merci. Pourquoi seulement 20 000? Tout simplement parce que je ne fais pas de propagande, je ne fais pas de pub et que je ne suis pas adossé à une marque et que voilà, je considère que les gens, s'ils trouvent que c'est bien, ils partagent. C'est tout. Sinon, pour ton atelier, quand on imagine assez petit, est-ce par choix ou par obligation? Pour l'instant, c'est un peu une obligation. J'ai la chance d'avoir la scie à format dans la pièce qui est derrière. L'atelier fait 7 mètres par 3, mais je vais bientôt pouvoir tirer pleinement parti de la pièce qui est derrière puisque j'ai refait la toiture. Et je vais aussi m'agrandir un peu dans la pièce à côté, donc ça fera un atelier sur 3 pièces, mais ça devrait donner un peu plus d'espace. En répartissant les machines comme il faut que je réfléchisse à ça. À quand la suite de ton projet dans la grange? Ça va pas tarder à venir, puisque c'est plus vraiment une grange maintenant, et qu'on a refait le toit, et que je vais lancer les travaux de l'isolation. Pas trop fort, on va pas trop les lancer fort. Et qu'une fois qu'ils seront lancés, on pourra attaquer la suite, c'est-à-dire l'aménagement de cet intérieur. Je ne sais pas si je ferai des vidéos sur tout, parce qu'après il va y avoir des choses qui ne sont pas vraiment mon domaine. Christophe Heller qui me demande quel est mon travail en dehors de YouTube. J'ai déjà répondu, je bosse dans l'informatique, voilà. Bimax qui me dit à quel âge j'ai découvert ta passion pour le travail du bois. 37-38 ans. Tu exerces une activité dans quel domaine? Ça j'en ai parlé. Tu habites dans quelle région? En Alsace. Pourquoi passer du temps à monter des vidéos pour YouTube? Ça, c'est la question qui m'intéressait. Pour 2 raisons. Parce que je pense que le partage du savoir, c'est ce qui nous éloigne du statut d'animal. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que ça m'oblige à structurer mon travail. Et le fait de fournir un contenu pédagogique m'oblige aussi à certaines réflexions que je n'aurais peut-être pas eues, ou en tout cas de manière plus brouillonne, dans le cas contraire. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, c'est tout. Au cours d'un déplacement professionnel, je me suis arrêté chez Franck, moi aussi, mais c'était pas pendant un déplacement professionnel, c'est parce que Franck est sympa. Pourquoi pas un jour se voir, il n'y a pas de problème là-dessus. J'apprécie tes vidéos, ton humour, à bientôt pour les réponses de ta FAQ. Bye Max. Ça vient, tu vois Max, on y est dessus. Stéphane Cap, j'ai découvert votre chaîne il y a très peu de temps et j'apprécie tout, notamment les interviews qui nous permettent de découvrir des métiers, des femmes et des hommes. Mes questions, comment vous est venue l'idée et l'envie de faire des interviews et pourquoi? Quelle est votre profession? Ça, j'ai déjà répondu. Et comment vous est venue l'idée de faire des copos? J'ai déjà répondu. Mais l'idée de faire des interviews me vient du fait que j'ai remarqué que souvent, dans le domaine de la menuiserie, dans nos domaines à nous, en général, les gens sont relativement réservés, un petit peu modestes, c'est pas forcément des gens publics, et que ça fait sauter un peu la barrière d'aller les voir avec un micro, de les pousser un peu pour les obliger un peu à parler et à partager, parce qu'ils veulent pas le faire souvent juste par modestie. Et du coup, voilà, on fait sauter ça, et ça permet de partager, et c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà pourquoi je fais des interviews. Et c'est la même raison pour laquelle je ne les coupe pas. Alors ensuite, on est plus sur des choses un peu plus polémique, donc on va entamer la partie polémique. Alors, Bruno B, il y a déjà un gland qui a mis un pouce en bas avant même le début de la diffusion. Misère et pot de banane. Là-dessus, je suis un grand défenseur de la liberté d'expression. Non pas que j'ai des actions particulières, moi, à titre personnel, de militant pour défendre la liberté d'expression, mais j'ai toujours considéré qu'il était plus important de laisser parler les gens qui ne sont pas d'accord avec moi que ceux qui sont d'accord avec moi. Donc merci à tous ceux qui mettent des pouces vers le bas de vous exprimer, vous avez tout à fait raison. Tia Laudet qui me dit, en termes de sécurité, le suite est sympa, mais à éviter avec les machines-outils. On est d'accord, c'est pour ça que je les range quand j'utilise des machines-outils. Voilà, tout à fait raison. Créolinium qui dit, à quand une vidéo en commun? Franck, quand tu veux, hein, voilà. Moi, je me pointe avec le matériel, tu prends le tien, on fait une vidéo à 12 caméras, Spielberg n'aura qu'à bien se tenir. Stéphane Maison qui dit « Salut, yes, bientôt les 20K, bravo, et ne change rien, surtout les fins de tes vidéos. » Tout à fait, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre à la fin de celle-ci. Olivier Dubois, salut, belle chaîne qui mérite son audimat. Est-il possible que nous assistions à une nouvelle série de vidéos techniques sur un thème en particulier comme tu l'avais fait pour la défonceuse? Oui, c'est tout à fait possible. Il faut que je trouve l'inspiration parce que je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos, mais parce que j'ai quelque chose à dire. Donc oui, c'est possible. Il y aura sûrement des choses intéressantes qui vont être exposées dans les vidéos.
Alors, Philippe Adam qui me dit: as-tu déjà eu des contacts avec d'autres youtubeurs bois francophones? Non pas que j'aime tous vous voir dans la même pièce, mais ça m'intéresse de mieux comprendre l'univers YouTube. Ma deuxième question ne va pas voler plus haut. J'en suis désolé, mais ça me turlupine. Est-ce que je suis le seul à entendre toutes les subtilités sonores captées brillamment par ton micro? Je parle des bruits de bouche. Ces bruits de bouche-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne dirais pas que ça me gêne, même si j'en ai envie. D'ailleurs, j'en suis proche, mais je serais curieux de savoir si tu as déjà remarqué, si d'autres l'ont remarqué. Alors oui, je l'ai remarqué. Il faudrait que je mette des filtres anti-pop, entre autres. La prise son, c'est ce qui est le plus difficile dans la vidéo. Et il y a des défauts, je le reconnais volontiers, d'autant que c'est pas mon métier, donc je fais au mieux. Voilà, je suis désolé pour ça. Il faudra peut-être le supporter, ça par contre. Autant j'ai bien amélioré la prise de son, autant sur ce point en particulier, c'est difficile. Mais si quelqu'un a un conseil, un micro à me conseiller, etc., je prends. Pour les autres youtubeurs, oui, j'ai des contacts réguliers, par exemple avec Objetsbois de objetsbois.com, qui a une petite chaîne, et même s'il est un peu timide, il commence à partager des choses intéressantes. Je vois de temps en temps Franck de Créolinium, hein, qui est un homme très sympathique, barbu mais sympathique. Je vois, j'ai vu Lucas Mainferme aussi au salon Bois et Habitat à Épinal. Lucas Mainferme, c'est la chaîne Chantier La Vivacia, donc c'est quelqu'un de très intéressant. Puis j'en ai vu d'autres, hein, puisque au salon Bois et Habitat, il y avait tout un carré dans l'initiative, je crois, je ne suis pas sûr, j'essaie de fâcher personne, mais est de Michel Oriou et qui nous a accueillis à bras ouverts, et je le rementionne et je le recite. J'ai vu aussi Boris Bolland, ce qui n'est pas rien. Voilà, j'ai vu des gens comme ça, donc oui. Et après, bon, bah, c'est comme tout, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, et puis d'autres, Seb le Parketeur, par exemple, pour ne pas le citer. J'ai des contacts avec encore d'autres personnes, donc des contacts un peu plus virtuels avec des gens comme Sébastien Fouché, Atelier de JC Mobilier, et j'avais oublié Mathieu David, désolé, le temps que le nom me revienne, je suis un peu nul avec les noms, voilà. Donc Mathieu David aussi également. Et enfin, ça sera la dernière question de cette FAQ, ce qui n'est pas une question, puisque Jean-Luc Varret me dit toujours de bonnes idées et de bons conseils. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Je remets du café dans ma tasse. Voilà. C'est du bon café, hein, c'est une pêche. Avec modération, on ne sait pas qui c'est modération. Non, mais il n'y a rien. En fait, vous pouvez y aller. C'est fini.
Même si je mets rien, en fait, à la fin de la vidéo, vous restez quand même. C'est ça qui est bien. J'aime bien, moi. Beaucoup rire.